Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News à la une de ce vendredi soir du 1er avril 2016. Nassira Ghenif Sioulinas est sociologue, anthropologue, professeur à l'université à Paris et vice-présidente de l'Institut de culture de l'Islam. Elle est venue sur le plateau du Monde pour expliquer le pourquoi du comment vis-à-vis de la menace terroriste qui a favoriser le repli sur soi et les amalgames. Le dernier baromètre du Cevipof publié en janvier indique que l'état d'esprit en France est à la méfiance, à la morosité et à la lassitude. Selon cette étude, 69% des Français pensent qu'il y a trop d'immigrés et 56% pensent que l'islam est une menace pour la République. Ils sont jusqu'à 35% à estimer que les islamistes radicaux ne sont pas qu'une petite minorité des musulmans en France, une perception qui est clairement favorable aux amalgames et aux tensions. Pour nous éclairer sur ces questions, nous recevons aujourd'hui Nassira Ghenif Sioulinas. Alors, vous êtes sociologue et anthropologue, professeure à l'Université Paris 8 et vice-présidente de l'Institut des cultures d'Islam à Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. La première question, alors, comment expliquer la contradiction entre la solidarité immédiate et les appels à l'unité qui ont suivi les attentats à Paris en janvier et en novembre, et le repli sur soi qu'on est en train actuellement d'observer en France ? Je pense qu'il y a des discours contradictoires. Il y a un discours public qui est un discours en fait qui bat le chaud et le froid. Donc unissons-nous et en même temps nous sommes en guerre et nous sommes en guerre contre une partie de la population intérieure. Hein. C'est très clairement ce qui est constamment annoncé. Et ça ne favorise pas la continuation du mouvement qu'on a observé, qui est un mouvement d'élan national, de volonté de rester les yeux ouverts et de ne pas en fait pratiquer la stigmatisation. C'est cette attitude paradoxale et très équivoque qui, notamment depuis novembre, lorsque l'annonce a été faite que nous étions en guerre, comme si c'était depuis la veille, n'est-ce pas, alors que c'est un phénomène beaucoup plus long, c'est quelque chose qui a été particulièrement néfaste et qui a produit des effets délétères. Pour ne prendre que l'exemple de la déchéance de nationalité, on est au cœur du problème. Désigner à la vindicte une partie de la population qui, parce qu'elle est binationale, pourrait devenir terroriste et donc n'aura que ce qu'elle mérite d'une certaine manière, c'était faire le jeu d'une politique de la peur contre une politique qui est celle justement de la rencontre, de la résistance, de l'ouverture. Exactement, de la résistance et de l'ouverture, de l'imagination collective. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui pensent que l'ennemi est à l'intérieur, que le problème vient des Français d'origine étrangère ou des étrangers en général ? Alors ça s'appelle rester dans sa zone de confort. On a trouvé une explication très simple au problème et donc il suffit maintenant de mener une guerre à l'intérieur contre la population soit arabe, soit musulmane, soit noire d'ailleurs, hein, parce que le périmètre s'est élargi d'une certaine manière. C'est une forme de lâcheté politique que de faire ça. C'est une forme d'irresponsabilité au regard y compris des générations à venir que de désigner près de 6 millions de la population réels ou supposés, hein, tout le monde n'est pas musulman, mais en tout cas, ils sont souvent, on leur voit attribuer cette identité. C'est une forme d'irresponsabilité qui aura des conséquences très nettes et très graves si on ne parvient pas en fait à complètement inverser la tendance et à expliquer que la société française est multiculturelle, elle est complexe, elle est hétérogène. L'espace public est un espace de rencontre qui implique aussi que l'on admette d'y rencontrer des personnes avec lesquelles on ne partage rien et on n'a pas d'affinité. Ça s'appelle la régulation de l'aversion. Et c'est un des rôles du gouvernement en politique, hein, c'est de parvenir à mettre en place les conditions de cette régulation. Alors au-delà de l'action politique, comment est-ce qu'on peut favoriser le lien social ? Comment est-ce qu'on peut réenchanter, cultiver la cohésion nationale ? Je pense qu'il faut faire confiance aux personnes, et notamment à une jeunesse française qui le fait déjà. Pendant que tout le monde s'agite autour de la déchéance de nationalité et de la loi travail, pour ne prendre que ces exemples, il y a toute une partie, une large frange de la jeunesse française et puis d'une population qui, elle, est complètement en phase avec sa dimension multiculturelle, qui déjà invente les façons de faire, les façons d'agir, les attitudes, les pratiques très ordinaires, qui consiste à ne pas céder à la panique, à ne pas choisir la facilité du stéréotype et qui est capable
d'admettre et d'embrasser, hein, d'accueillir le monde tel qu'il est aujourd'hui, et notamment la façon dont la société française y prend place. Donc peut-être qu'il faudrait faire un peu plus confiance à des Français qui ne sont pas forcément ceux qui répondent au sondage, qui dans le silence et la simplicité de leur existence font ce qu'il faut. Merci Nassira Ghenif Souilamas d'avoir répondu à nos questions. Et pour poursuivre la réflexion, cliquez sur les liens qui se trouvent juste sous cette vidéo. Bonne visite. 4 mois après les attentats de Paris et alors que la liste des villes frappées par le terrorisme s'allonge, les Français doivent vivre avec la menace d'une nouvelle agression. Pour certains encore sonnés par les événements, ce climat d'insécurité nourrit beaucoup d'émotions parfois difficiles à accepter ou encore à gérer. Pourquoi culpabilisons-nous parfois d'avoir peur? Comment gérer la peur au quotidien, des sentiments de colère ou d'impuissance? Comment faire face ailleurs? Autant de questions auxquelles répond le psychiatre Serge Tisseron, qui était l'invité au Monde. 4 mois après les attentats, et alors que la liste des villes frappées par le terrorisme s'allonge, les Français doivent vivre avec la menace d'une nouvelle agression. Pour certains, encore sonnés par les événements, ce climat d'insécurité nourrit beaucoup d'émotions, parfois difficiles à accepter ou à gérer. Avec nous pour en discuter, le psychiatre Serge Tisseron. Merci d'avoir accepté notre invitation, Serge. Alors, juste après les attentats, on a vu les psychologues, les psychiatres et les psychanalystes se mettre à conseiller les Français qui étaient sous le choc. Aujourd'hui, 4 mois après, qu'en est-il? Alors, 4 mois après, beaucoup de gens restent très inquiets, hein, et beaucoup de gens ont peut-être moins besoin de conseils, mais ont toujours autant besoin d'être écoutés. Et aujourd'hui, on s'aperçoit combien c'est important qu'il y ait en effet des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes pour permettre à des gens non seulement d'évoquer les attentats, mais d'évoquer tout ce que les attentats leur ont évoqué à eux, hein, c'est-à-dire des souvenirs familiaux, des souvenirs personnels, des souvenirs d'événements graves vécus par des générations précédentes, mais aussi tous les fantasmes, hein, qu'on peut avoir, toutes les productions imaginatives. Il faut bien voir qu'un tel événement bouleverse complètement beaucoup de repères que nous avions, auxquels nous étions habitués, et ça nécessite un réaménagement psychologique et il a besoin d'être accompagné. Dans ces conditions, on peut penser qu'il est légitime d'avoir peur puisque la menace est toujours présente. Pourtant, souvent, on exprime également une forme de culpabilité vis-à-vis de cette peur. Pourquoi? Alors, il est tout à fait légitime d'avoir peur. Moi-même, quand je vois un bagage qui semble abandonné, j'ai un peu peur. Mais ce qu'il faut en même temps, c'est savoir raison garder, comme on dit. Et d'autant plus que nous vivons dans une culture où nous sommes habitués à répondre au coup par coup. On reçoit un mail, si on ne répond pas tout de suite, on est culpabilisé. Si on n'est pas au courant de la dernière info et que quelqu'un nous en parle, on est culpabilisé de ne pas s'être mis au courant tout de suite. Donc en fait, la culpabilité aujourd'hui est quelque chose de très répandu par rapport à l'information. Et donc il faut arriver à développer une forme d'attention différente. Hein. Oui, alors on voit un bagage abandonné, on voit quelqu'un qui a l'air un peu patibulaire, on a peur, c'est vrai, mais il ne faut pas tout de suite se précipiter pour apporter une réponse, il faut commencer à réfléchir. Il faut développer une forme d'attention plus réflexive, voilà, que fait cette personne, ce bagage peut-être, il y a quelqu'un pas loin, voilà, ou questionner les gens qui sont autour de nous. Donc il faut à la fois rester attentif ensemble, comme on le dit, vigilant, mais en même temps ne pas céder à une impulsion dictée par la seule émotion. Alors oui, rapidement après les attentats, la peur a évolué, d'autres émotions sont apparues comme la colère ou le sentiment d'impuissance. On a l'impression que ces sentiments-là peuvent s'installer, qu'il faut vivre avec. Alors comment on peut gérer ça au quotidien? Oui, alors vivre avec la peur, oui, en la gérant. Vivre avec la colère, oui. Vivre avec la haine, non. Vivre avec le sentiment d'impuissance, non. Il faut bien comprendre. On peut haïr les actes terroristes, et c'est le moins qu'on puisse faire, hein, voilà, c'est abominable, mais en même temps, les terroristes peuvent avoir des parcours psychologiques très différents les uns des autres, des motivations très différentes, donc le terrorisme c'est un énorme problème, mais autant il est légitime de haïr leurs actes, autant il faut quand même garder la capacité d'essayer de comprendre ce qui se passe pour eux, parce que sinon on risque d'en fabriquer sans même s'en rendre compte. Voilà, hein. Comprendre, c'est préparer l'avenir.
Et puis par rapport au sentiment d'impuissance, là aussi, hein, évitons de nous laisser gagner par le sentiment d'impuissance. C'est vrai que c'est l'objectif du terrorisme. On peut prendre sa voiture en respectant des conditions de sécurité, on sait qu'on court des risques, mais on essaye de se protéger, ou dans les voyages en avion, ce que vous voulez, mais le grand problème du terrorisme, c'est qu'on a l'impression de ne pas pouvoir se protéger. Et ça, c'est justement l'impact qui est recherché par les terroristes. Donc évitons de nous laisser gagner par le sentiment d'impuissance ou par la haine. Ça serait faire le jeu du terrorisme, ça serait courir le risque de se radicaliser ou de se démobiliser. Alors comment venir en aide à un proche dont on sent, dont on pense qu'il aurait basculé de la colère vers une forme de haine? Il ne faut pas attendre qu'il en soit là, hein. Il faut absolument que nous prenions du temps pour parler ensemble, en famille, dans des moments où nous nous retrouvons avec des amis. Il faut absolument prendre le temps de parler de ce qui arrive. Qu'est-ce que tu en penses, comment tu vis les choses, etc. Hein, c'est bien qu'il y ait des psys, mais enfin les psys, c'est le dernier recours, hein. Je veux dire, il ne faut quand même pas oublier que la capacité de résilience, hein, de pouvoir faire face à l'imprévu, à l'adversité, en faire l'occasion de se reconstruire autrement, il ne faut pas oublier que cette capacité-là, pour une grande partie, elle est liée aux liens que nous nouons dans notre vie quotidienne. Donc c'est comme ça qu'on peut développer cette capacité. En fait, il faut continuer de parler, de discuter de ces événements. Oui, et c'est pour ça que la culpabilité est mauvaise conseillère, parce que quand on se sent coupable de quelque chose, on n'ose pas en parler. Donc osons parler de ce qui nous préoccupe. Si nos interlocuteurs semblent être à 100 000 lieues, eh bien parlons-en à quelqu'un d'autre. Et on arrivera à trouver des gens avec lesquels on pourra partager nos inquiétudes. Et surtout, le but, c'est pas de partager nos inquiétudes pour les augmenter mutuellement. Le but, c'est aussi de bénéficier de la manière dont les uns et les autres gèrent leurs inquiétudes. Il y a des gens qui les gèrent bien, eh bien profitons de leurs conseils. Et puis c'est vrai, si on ne trouve absolument personne, on peut avoir recours à un psy. Mais c'est quand même pas, je veux dire, il y a quand même beaucoup d'autres aides possibles dans notre environnement, à condition que nous ayons le courage de dire, ben voilà, j'ai peur, je suis inquiet, ou là, tout à l'heure dans le métro, j'ai eu cette inquiétude, ah oui, toi aussi, oui, mais je me suis raisonné, on apprend comme ça les uns des autres. Un certain nombre de pays vivent une situation d'insécurité analogue, voire plus extrême tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces sociétés? Alors déjà un aspect positif, c'est qu'il y a une manière d'apprendre à gérer le risque au quotidien, être vigilant ensemble, comme on dit. Mais il y a aussi un message à ne pas suivre, hein, c'est le risque de l'isolement, c'est le risque de construire des murs autour d'une communauté supposée constituer le noyau de ce qu'il y aurait à préserver, hein. Et déjà en France, aux États-Unis en pire, hein, mais déjà en France aussi, on voit un petit peu ce mouvement-là, hein, l'idée qu'il faut presque à la limite sécuriser des quartiers où on serait entre nous, on ne courrait aucun risque, on ne se mélangerait pas. On penserait aussi la même chose. Voilà, et le refus de se mélanger, c'est le commencement de la fin, c'est le commencement de l'exacerbation des haines. Et après, on rentre dans un cercle vicieux abominable. Dire plus on regarde les gens qui ne sont pas comme nous avec un air un peu suspicieux, et plus ces gens vont avoir l'impression d'être rejetés, plus ils vont nous haïr, plus on va avoir l'impression qu'ils nous regardent d'un air suspicieux, et plus on va les suspecter. Et du coup, on rentre dans un cercle vicieux abominable. Donc, sachons faire en sorte d'aller vers les gens différents de nous, avec l'idée que, a priori, rien ne prouve qu'ils soient malveillants à notre égard. Et puis, a posteriori, bon, si on voit qu'ils sont malveillants, alors on change d'attitude. Mais en tout cas, gardons ce qui fait quand même la force de nos démocraties. C'est la capacité de bienveillance qui fait qu'on suppose a priori que les gens ne sont pas mal intentionnés à notre égard, quelle que soit leur apparence, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur religion. Et à partir de là, encore une fois, peut-être qu'à posteriori, on dira je me suis trompé, mais gardons cette posture a priori, sinon on est tous fichus. Merci Serge Tisseron d'avoir répondu à nos questions. Et pour poursuivre la réflexion, cliquez sur les liens qui se trouvent juste sous cette vidéo. Bonne visite. Voilà, tout de suite nous retrouvons la presse People signée Joseph Cabri. Voilà, et c'est comme promis la presse People de la semaine signée Joseph Cabri. Comment ça va Joseph ce soir, ce vendredi? Ben ça va bien, ça va, et vous-même, monsieur Bernard? Pareillement. Vous avez passé une bonne semaine, pardon? Oui, et vous? Oh, ben ça a été, tout tranquille, comme d'habitude. Le travail. Voilà, le travail, la routine, le quotidien. Alors ce soir, Joseph, dans votre presse People, on va bien sûr parler de la disparition de Jean-Pierre Coff à l'âge de 78 ans. Eh oui, notre cher Jean-Pierre Coff, qui nous a quittés à l'âge de 78 ans, qui était bien fatigué d'ailleurs, parce que comme vous le saviez, il avait le Parkinson.
D'ailleurs, ça se voyait les derniers temps quand il venait cuisiner chez Michel Drucker, on voyait que sa main toute tremblote, et il avait de plus en plus la tremblote. Mais on pense qu'il a bien vécu quand même par lui-même, qu'il se disait très bien lui-même, d'ailleurs qu'il aimait les bonnes bouffes, qu'il aimait bien boire, qu'il aimait être bien entouré de copains, et que pour lui le bonheur c'était ça. Donc on pense qu'il avait quand même une belle vie, en plus il a été touché par plusieurs choses, je veux dire, il aimait le théâtre, d'abord il était au théâtre, il a fait quelques films, il a été comédien, et puis après il est rentré dans la critique pour la malbouffe, ce qu'il a bien réussi d'ailleurs, et il a commencé à faire de la télévision à Canal+, celle de Denisot qu'il a recruté avec, il était dans l'émission justement de Jean-Luc Delarue, et c'est là où on se souvient très bien de cette fameuse phrase où il disait tout simplement en prenant du jambon, saucissé, des saucisses qui venaient de ce où, et en les balançant en disant eh oui, ça c'est de la merde. Ah oui, qu'il l'avait même balancé, je crois. Voilà, donc c'est pour ça que cette fameuse phrase, ça c'est de la merde, rien que pour ça on se souviendra toujours de Monsieur Jean-Pierre Coff. Voilà, maintenant que peut-on lui souhaiter, eh bien, qu'il va certainement retrouver des membres de sa famille qui puissent se reposer en paix. Là, oui. Voilà, ensuite nous allons parler de Charlie Hebdo, qui a fait pas très beau, moi j'avoue même moi-même qui n'a pas été très sympa d'avoir fait cette couverture où on voyait des bras mutilés, des bras un peu à gauche, des mains un peu à droite un peu, avec la photo de Stromae, et on voyait qu'il y avait écrit Papa Outé, et on voyait des écritures je suis ici, je suis là, en indiquant une main, en indiquant un bras, il y avait marqué cela. D'ailleurs, la famille de Stromae, Stromae, pardon, choquée par le dernier décès de Charlie Hebdo, l'a fait savoir, après les attentats de Bruxelles, l'a fait savoir. Surtout qu'il faut se rappeler que malheureusement Stromae a perdu son papa et qu'il a été tué justement à coups de hache. Donc on peut savoir à coups de hache comment il a été fini. Et vous comprenez qu'en voyant ce dessin avec un bras gauche nain, le choc que ça a pu avoir. Renaud, sur son mur Facebook, a rectifié les critiques qu'il avait fait au Resto du Cœur, et en disant, de toute manière qu'il maintenait par contre sa phrase, j'ignorais que la misère était la serpillière de la charité. D'ailleurs, on le sait tous que depuis Renaud ne participe plus trop à l'émission, et qu'il a simplement déclaré que c'était bien dommage que Jean-Jacques Goldman on ne le voyait que simplement au Resto du Cœur et qu'on ne le voyait pas dans d'autres manifestations comme le fait parfois même Renaud. C'est vrai que Renaud manifeste un petit peu partout contre la misère, contre la guerre, contre ceci, contre cela. Voilà, donc il a fait simplement savoir. Moi j'ai écrit, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Une nouvelle émission culinaire, mais qui ne sera que sur YouTube, mais qui sera peut-être certainement marrante à regarder. Ça sera des célébrités qui seront un peu ivres et qui vont essayer de cuisiner avec un chef cuistot. Je pense qu'il y aura des bons moments de rigolade, et le premier à participer à cette émission est M. Stéphane Bern. Ça va être drôle. Je pense que ça va être une drôle d'émission à regarder. Stéphane Bern un peu ivre qui va essayer de cuisiner. Aux États-Unis, à ce jour, un très grand hommage sera rendu à David Bowie, décédé récemment, par plusieurs artistes, la plupart tous américains d'ailleurs, mais très connus, qui lui rendront un très grand hommage. La star du cinéma, Whoopi Goldberg, pour ceux qui ne la connaissent pas, je pense qu'ils doivent quand même connaître le film, c'est celle qui jouait dans Sister Act. Lance sa ligne de produits, mais vous savez, je pense que je vais aller vivre aux États-Unis d'ailleurs. Elle lance une ligne de produits à base de cannabis médical. On attendait le retour de l'émission de Bertrand Chameroy sur D8 hier soir. Son émission a été regardée par 541 000 spectateurs. On va dire que ça a été une audience moyenne.
Marie Drucker est très heureuse, elle a fait savoir avec son compagnon et son enfant, elle se dit de plus en plus épanouie. La maman de Céline Dion reste très soudée et proche de Céline qui a repris sa tournée à Las Vegas et qui va normalement devrait faire une tournée en France en 2016. C'était programmé pour le mois de juin, mais je crois qu'il y a eu une déprogrammation pour le mois de septembre. Donc je pense que c'est soit en juin de toute manière, soit au mois de septembre. Une rareté, il faut dire, où l'on voit Jean Dujardin avec sa compagne Nathalie Péchala, l'ancienne patineuse, depuis la naissance de leur fille Jeanne, en couverture. C'est très très rare de les voir ensemble tous les deux. Voilà. Et nous allons terminer par, si vous le pouvez, si chacun le peut, faire un petit don, car c'est le week-end de la Synapsion. Donc, faites le 110 si vous pouvez, même des petits dons, même de 5 euros, 10 euros, ce que vous pouvez, ça sera toujours le bienvenu. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève pour cette semaine la festival. Je vous retrouve la semaine prochaine, avec plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous laisse en compagnie de M. Giovanni. Alors Joseph, je dois vous apprendre une mauvaise nouvelle. Oui. C'est que la rédaction vient de me faire part que vous ne ferez plus partie de notre équipe à partir de la semaine prochaine. Ah oui, très bien. Vous êtes content? Ah oui, bien sûr, pour un poisson d'avril. Moi, je suis pas bon pour les blagues. Hein. Ouais, je me suis retenu de rire, je sais pas si ça s'est entendu. Non, mais en fait, oui, les blagues, il vaut mieux le faire en dehors du 1er avril, hein, s'il vous plaît. Non, Joseph, on vous retrouve la semaine prochaine et pour encore très longtemps. Merci beaucoup, Joseph. Et faites des dons. Merci, voilà, Joseph. faites le 110. Chaque semaine, le format pile poil dévoile des astuces de cuisine. Tout le mois d'avril, le chef Éric Guérin de la Mare, aux oiseaux, à Saint-Joachim en Loire-Atlantique et à l'Honneur. Il explique comment utiliser ces carcasses de crustacés pour faire une sauce vinaigrette. Regardez. Pour l'astuce du jour, je vais vous montrer comment faire une vinaigrette à base de têtes de crustacés plutôt que de les jeter et de les donner dans la poubelle. En même temps, ça permet de vous montrer aussi cette astuce pour faire des sauces chaudes et de les monter en vinaigrette pour avoir une belle acidité qui peuvent vous servir ensuite pour vos salades, pour vos poissons, mais également pour vos viandes blanches par exemple. Plein de petites choses comme ça. Alors bien entendu, j'ai utilisé les corps pour autre chose, je les ai cuits à part. J'ai récupéré mes têtes de homard. Je vais les ouvrir. Cette partie-là n'est pas très intéressante, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Éventuellement, vous pouvez racler avec une cuillère. La partie noire, par contre, ou verte, qui est à l'intérieur, est très intéressante parce que ça, c'est le corail de homard qui va donner la belle couleur rouge. Donc là, on voit qu'on a déjà de la matière. Les coffres à l'intérieur, l'idéal pour bien développer les saveurs, c'est de les concasser un petit peu. Pas besoin de taper, juste un coup de couteau. Si vous utilisez du crabe ou de l'araignée, c'est exactement la même chose. Je vous invite ensuite à me suivre sur le fourneau, on va mettre ça à chauffer. Pour développer au maximum les saveurs, on va commencer par mettre un petit peu d'huile d'olive. On entend, ça chante. Je baisse un petit peu le feu. Alors je ne vais pas remuer tout de suite, c'est pour que les sucres prennent bien. Et là, je vais commencer à ajouter mes gousses d'ail, les échalotes. Et ensuite, je commence mon assaisonnement. Du poivre noir. Ensuite, j'ai un petit piment oiseau séché qui va me permettre de booster un petit peu tout ça. J'utilise de la graine de fenouil et pour le voyage, un peu de graines de coriandre fraîche. Ça sent déjà très bon. Je vais commencer par déglacer avec un petit peu de cognac. J'ajoute ensuite un petit peu de Porto et j'ajoute du vin blanc pour l'acidité. J'ajoute également une cuillère de concentré de tomate. Je vais laisser cuire ça quelques secondes. Alors maintenant, je vais ajouter le fond de volaille. Je vais mouiller à peu près à hauteur des carcasses. J'aime bien ajouter ensuite une petite touche végétale. Donc là, c'est une branche de céleri. Et ma petite astuce supplémentaire, c'est mon produit magique. J'utilise un petit peu d'oyster sauce, c'est du jus d'huître. Et ça permet de laisser une empreinte en fait. On va avoir plus de longueur en bouche et beaucoup plus de goût. Donc là, j'en mets juste un petit peu. Je laisse mijoter environ 20 minutes, pas plus. Là maintenant, je vais la passer au chinois. J'ai obtenu ma sauce homard. Je
je vais pouvoir passer de l'autre côté pour faire ma vinaigrette. Alors le principe de monter une sauce en vinaigrette, ça peut être une sauce froide ou une sauce chaude. Là, elle est encore chaude, on voit qu'elle fume beaucoup. L'idée, c'est d'avoir une très bonne huile d'olive. Je vais la verser directement dans la sauce. Ensuite, j'ai un vinaigre, un petit coup de bain mix, alors attention au bruit. Et je vais vous donner une astuce supplémentaire. Si vous voulez la lier un petit peu, vous gardez soit une baguette de pain, une vieille baguette de pain de la veille, ou un vieux croissant. Vous le mettez dedans directement. Alors on peut l'émietter, ça ira plus vite. Et là, j'obtiens une belle vinaigrette de homard, bien mousseuse, qui peut venir napper mon poisson, servir pour un plat, pour plein de choses, ce qui vous vient à l'idée. Le 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida. Depuis plus de 3 décennies maintenant, l'épidémie a fait des millions de morts à travers le monde. Où sont encore les foyers de transmission? Comment évolue la maladie? Comment lutter contre ce virus? Les éléments de réponse sont signés Jean-Michel Molina, qui travaille bien sûr à l'Université de Paris de l'hôpital Saint-Louis à PHP. L'épidémie de sida est une épidémie qui est mondiale, qui n'est pas encore maîtrisée. Les pays les plus touchés sont les pays d'Afrique subsaharienne, mais il faut aussi avoir en tête que même si certains pays paraissent moins touchés, comme la France par exemple, il existe également des épidémies entre guillemets cachées qui ne sont pas suffisamment aujourd'hui prises en compte. Il y a environ dans le monde aujourd'hui plus de 30 millions de personnes infectées par le VIH. Malheureusement, chaque année, plus de 2 millions de nouvelles personnes sont contaminées. Et même si on distingue là une petite diminution du nombre de personnes nouvellement contaminées grâce justement à la large diffusion des traitements dans les pays touchés, car on sait maintenant qu'une personne traitée va moins facilement transmettre le virus à ses partenaires. Et on peut même dire qu'une personne dont l'infection est parfaitement contrôlée avec le traitement, ce qui est un des objectifs de l'ONU-SIDA d'ailleurs, cette personne ne va plus transmettre le virus à ses partenaires, dans certaines conditions. C'est une victoire importante et qui est dans le cadre des objectifs de l'ONU-SIDA, qui est de faire en sorte que dans les années à venir, en 2020 par exemple, on arrive à ce fameux 90-90-90, ce qui veut dire 90% des personnes infectées qui connaissent leur statut vis-à-vis du VIH, et c'est probablement l'objectif le plus difficile à atteindre, que 90% des personnes qui sont connues séropositives puissent recevoir un traitement, et qu'enfin 90% des personnes qui sont sous traitement aient une infection parfaitement contrôlée. Cette dernière étape, le fait que sous traitement on ait une infection contrôlée, est celle qui est aujourd'hui la plus facile à obtenir, car les traitements sont extrêmement efficaces, et notamment l'utilisation des antirétroviraux qui ont permis de sauver des vies, et qui ont permis d'empêcher des contaminations. On sait en effet que le fait d'avoir pu mettre à disposition ces traitements à des prix réduits pour un grand nombre de pays en développement a permis de, effectivement, dans une certaine mesure, réduire l'impact de cette épidémie. Un des points essentiels pour contenir cette épidémie, c'est de mieux identifier les personnes à risque et de faire en sorte que le dépistage soit plus largement réalisé, de façon à ce que toutes les personnes connaissent leur statut, ce qui leur permet de prendre des dispositions vis-à-vis de leurs partenaires et ce qui permet également d'être pris en charge sur le plan médical. Encore faut-il que ces personnes, une fois dépistées, puissent avoir accès au traitement. Et si l'on a d'ailleurs une petite diminution du nombre de nouvelles personnes contaminées aujourd'hui dans le monde, c'est bien parce qu'on a déployé très largement les traitements. Des traitements pris au moment des rapports sexuels, par exemple, ont démontré une efficacité remarquable chez des personnes à risque pour prévenir l'infection par le VIH, ce qui devrait permettre d'élargir notre panel d'outils en prévention et de faire en sorte que, au-delà de l'activité du préservatif, qui est un moyen de prévention essentiel évidemment, mais qui ne suffit pas à stopper l'épidémie car on n'arrive pas à augmenter son utilisation de façon systématique et prolongée comme on le voudrait. Donc en offrant un nouveau moyen de prévention, eh bien, on espère justement que ce moyen va permettre de combler le fossé qui persiste encore aujourd'hui, de façon à ce que les personnes puissent être même des acteurs de leur propre prévention sans forcément dépendre de ce que le partenaire va faire en termes d'utilisation ou pas du préservatif.
Je crois qu'il ne faut sûrement pas effectivement considérer que l'épidémie est maîtrisée aujourd'hui. Je pense qu'il y a un espoir qu'elle le soit dans les années à venir. Il ne faut surtout pas relâcher notre vigilance, il ne faut pas relâcher notre prévention, il faut même l'augmenter. C'est une action collective, une action qui nécessite pas seulement une action des médecins, mais une volonté politique et un travail que nous avons mené d'ailleurs dans les projets de prévention avec les associations, avec le milieu associatif et puis également avec les personnes concernées, car c'est en responsabilisant les personnes à risque, en faisant en sorte qu'elles soient elles-mêmes actrices de leur prévention, qu'on arrivera à empêcher finalement ou réduire le nombre de nouvelles contaminations. Arrivé aux commandes en 2012, le designer français installé à Los Angeles a su redonner une nouvelle vie à la griffe sur toile où il a fait ses débuts en tant que designer de mode masculine de 1996 à 2000 avant de passer chez Dior Homme de 2001 à 2006. Carrière, tout de suite sur le CV. Attentats, François Hollande a proposé de faire inscrire l'état d'urgence et la déchéance de nationalité dans la Constitution 4 mois et plusieurs polémiques plus tard. Le président de la République française a finalement renoncé mercredi dernier à modifier le texte. Décryptage de cette décision du chef du service politique du Grand News, c'est bien sûr David Revaud. 3 jours après les attentats du 13 novembre, François Hollande a proposé de faire inscrire l'état d'urgence et la déchéance de nationalité dans la Constitution. 4 mois et plusieurs polémiques plus tard, le président a finalement renoncé aujourd'hui à faire modifier le texte. Avec nous pour décrypter cette volte-face, David Revaud-Dallon. Alors David, François Hollande avait plusieurs solutions pour présenter cette décision. Pourquoi avoir choisi l'intervention télévisée ? On hésitait ces derniers jours à l'Élysée entre un simple communiqué ou une allocution qualifiée, je cite, de solennelle. De toute façon, on voulait faire court parce qu'on sentait pertinemment, évidemment, que l'affaire était très mal engagée. Donc, ce n'était pas forcément la peine de déclencher une émission de télé ou une participation à un 20h. Il fallait faire court, il fallait faire sobre. Et en l'occurrence, le choix de l'allocution télévisée a permis à François Hollande de présenter les choses à son avantage, entre guillemets, enfin du moins en tentant de limiter les dégâts et de renvoyer la responsabilité de cet échec sur la droite. Alors, quelle est sa stratégie en renvoyant justement cet échec sur la droite ? D'abord, c'est de, je dirais, gommer le désastre politique que constitue ce désaveu. C'est-à-dire que vous avez un président de la République qui n'est pas en mesure d'imposer à son Parlement la tenue d'un congrès à Versailles et qui n'est pas en mesure d'impulser
une réforme constitutionnelle. Donc c'est quand même gênant. C'est assez rare qu'un chef de l'État soit réduit à cet état de faiblesse. Donc évidemment, l'échappatoire, c'est d'accuser la droite pour raison tactique, qui n'a pas souhaité, je dirais, adouber cette mesure qui vient pourtant de ses propres rangs, puisque je rappelle que François Hollande avait emprunté cet article 2, cette mesure sur la déchéance de nationalité, à la droite. Cette décision met fin aussi à un débat qui a bien failli faire exploser la gauche. Il y a eu une crise gouvernementale, la démission de Christiane Taubira et énormément de tensions. Est-ce qu'avec cet abandon aujourd'hui, c'est l'heure de la réconciliation pour la gauche ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit l'heure de la réconciliation parce que la fracture est déjà trop importante. Elle ne date pas de ce texte d'ailleurs. Vous pouvez remonter à la loi Macron ou même encore plus loin à la nomination de Manuel Valls. C'est l'acte de naissance des frondeurs qui ont toujours frondé et qui continueront évidemment à fronder. Là où, je dirais, la blessure restera la plus intense, c'est que François Hollande et Manuel Valls, sur cette affaire de déchéance, ont touché aux valeurs, entre guillemets, de la gauche, au corpus idéologique, aux fondamentaux de la gauche. On n'est plus dans les arrangements avec les entreprises, dans les cadeaux fiscaux faits aux entreprises pour améliorer la compétitivité. Nous, on est sur le cœur de la doctrine et c'est pour ça que, je dirais, ces dégâts vont subsister encore longtemps. Donc le président sort clairement affaibli de cette séquence. Clairement affaibli. Cette séquence est la démonstration de son impuissance, même sur quelque chose qui relève par définition je dirais, de la présidence. Et puis, c'est plutôt inquiétant pour la suite des opérations. Il reste un peu plus d'un an aujourd'hui. Non pas que le chantier des réformes qui reste à mener soit très important, l'essentiel est fait, mais on se demande dans quel état François Hollande va conduire cette dernière année de son quinquennat, et même ses proches conseillers s'en inquiètent aujourd'hui et semblent, il faut le dire, assez désespérés. Merci David d'avoir répondu à nos questions. Et pour en savoir plus sur le sujet, cliquez sur les liens qui se trouvent juste sous cette vidéo. Bonne visite. Voilà, c'est la fin de ce Grand News. Prochaine rediffusion de votre émission, ce sera tout à l'heure à 23h pile. Pour ma part, je vous retrouve lundi à 20h15. Vous pouvez retrouver quelques bonus de notre émission des meilleurs moments passés toute la semaine. C'est bien sûr demain à 20h et dimanche à 9h. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. À lundi.